Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. On retrouve Alain Gauthier pour la deuxième partie de l'épisode 16 d'Into the Wind. Nous sommes en 1990, au retour du premier Vendée Globe qu'Alain Gauthier vient de finir en 6e position après 133 jours de course. Et vous allez l'entendre, il n'est pas question pour lui de prendre une petite pause puisque 15 jours après sa remontée du chenal des Sables d'Olonne, il repart en régate. J'imagine 133 jours après un départ fin novembre, ce qui doit faire en gros j'arrive en mars. Et puis 15 jours après, je suis au Spi Ouest France sur le Figaro 1 avec mes copains Jaffrézy, Guilbault, etc. Pour faire le Spi Ouest France en équipage en Figaro 1. Parce que c'était un tournant dans la solitaire. J'en ai fait 10, donc c'est ma 11e. Il fallait pas la louper celle-là aussi. Donc pendant ce temps-là, on refit un peu le Generali Concorde 60 pieds pour qu'il soit prêt pour partir à Newport pour un départ en septembre, septembre 90. Ouais. Donc ça enchaîne à nouveau un tour du monde. Alors juste un tout petit mot sur le BOC, beaucoup de coureurs qui ont fait les deux, ils parlent avec beaucoup de, pas de nostalgie, mais beaucoup de plaisir du BOC parce qu'il y avait les escales, parce qu'il y avait cette vie de groupe justement qui était vraiment sympa. Dans des escales, dans des coins plutôt agréables aussi. Voilà. Et le fait qu'il y ait aussi plusieurs classes de bateaux, donc il y a des petits bateaux de 40, je crois que les plus petits font 42 pieds ou un truc comme ça. Corinthian Trophy, donc il y a des amateurs qui courent sur leur petit bateau de course croisière. Et donc, ces bateaux-là, il faut les attendre aux escales pour repartir. Donc, du coup, il y a des longues escales d'un mois. Et ce BOC, pour moi, c'est un souvenir, pour plein de raisons, qui est vraiment un très, très, très bon souvenir. C'est un méga Figaro. Moi qui aime bien le Figaro, on se retrouve à 4 étapes. Donc, du coup, on peut pousser plus sur les bateaux. Alors que le regret que j'ai, c'est sur le Vendée Globe 89. Au bout d'un mois de course, j'étais plus en course, quoi. Je faisais du convoyage. Donc, il n'y a plus cet esprit de compétition. Et sur le box, si tu casses quelque chose, tu sais que tu auras l'escale pour réparer, que tu repartiras à 100%. Et puis, c'est un box post-Vendée Globe. Donc, il y a une partie des concurrents qui ont déjà connu le Sud. Enfin, le niveau est monté. Il y a une sacrée bagarre entre vous. Il y a une belle bagarre. Et puis, c'est vrai, comme tu le dis, les escales. Déjà, on part pas de France. On part de Newport dans le Rhode Island. C'est des paysans. Il se passe quelque chose, même si pour moi c'est un peu difficile parce que je me prends une grosse pénalité, parce que le bateau arrive en retard à Newport. Et là, c'est vrai que ça m'a gâché mes 3 semaines de préparation. C'est pas moi qui fais le convoyage parce que je faisais la solitaire du Figaro. Et puis, gros anticyclone et du coup, le bateau est arrivé en retard à Newport avec 16h30 de retard sur le temps imparti pour faire les contrôles de sécurité qui duraient 10 jours, 15 jours. Donc, il n'y avait pas de souci. Mais le règlement, c'est le règlement avec nos amis américains, etc. J'ai essayé de négocier, mais impossible. J'ai essayé de négocier que ça soit pris sur le temps final aussi, que ça plombe pas ma première étape, mais que dalle. Intransigeant. Et du coup, ça m'a gâché ma semaine mes 15 jours à Newport. Mais c'était sympa. Il y avait quand même tu sentais que voilà, on allait vivre quelque chose d'étonnant et qui correspondait aussi aux lectures qu'on avait fait 4 ans plus tôt en lisant La Mazou, dans l'IB, etc. Donc un box challenge avec Christophe Auguin que je connais bien comme concurrent de la solitaire, qu'il a gagné 3-4 ans avant. Donc du coup c'est bien. Il y a Janto aussi, non? Il y a Janto, il y a Isabelle Autissier, top. Il y a Yves Dupasquier sur un 50 pieds super. Et puis beaucoup d'étrangers avec japonais, américains, espagnols. Il y a une vingtaine de concurrents au total. Je sais. Il y a du monde. Il y a du monde parce que en 60 pieds, on est au moins 10. Ouais. Et puis il y a même plus que 20, je pense. Il y a plus. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est une belle famille. Et voilà, on sent que on va vivre une belle aventure. Et ça se confirme, ça restera une très très belle histoire, quoi. Alors tu fais deuxième. Ouais. Derrière Auguin. Ouais. Vous tirez la bourre pendant presque toute la course. Ouais. Est-ce que c'est là, dis-moi si je me trompe, est-ce que c'est là où tu descends
quasiment par 60 sud. C'est dans cette édition-là. Plus par 67, ouais. Voilà, je voulais être sûr. Ouais, 66, 67. Donc ça, c'est surréaliste. 67 sud aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc la glace n'avait pas fondu comme aujourd'hui. Mais surtout, c'était incroyable. C'est donc on explique, hein, plus on serre le virage autour de l'Antarctique, plus c'est court. Oui, mais c'est pas pour cette raison-là en fait. Voilà, mais... Parce qu'en fait, c'est sur la 3e étape entre Sydney et Punta del Este en Uruguay. Et donc on est un paquet en tête avec le Sud-Africain John Martin, avec Christophe Auguin, Isabelle Autissier qui est bien dans le match aussi, qui a remis un mât parce qu'elle avait dématé sur l'étape d'avant. Bref. Et là, il y a une dépression qui arrive du nord, comme ça arrive souvent en arrivant 5-6 jours avant le Cap Horn. Hein. Une dépression qui est bloquée par la cordillère des Andes, donc du coup qui longe l'Amérique du Sud. Et là, elle tombe sur la flotte. Et on prévoit, parce que les routages sont autorisés, donc on a un routeur. Et là, Pierre Lanier, qui est un météorologue incroyable, me dit, là, ça va bastonner, vous allez souffrir, parce qu'on se retrouve auprès. Et moi, je suis le plus sud à ce moment-là, mais pas de beaucoup. Hein. Je suis le plus sud de la flotte. Et du coup, la question, c'est où on se prend 50, 60 nœuds auprès, ou alors il faut piquer sud. Et là, Pierre me dit, ça va être chaud parce qu'il va falloir que tu ailles vraiment sud pour l'éviter. Mais malgré tout, je me dis, bon, je suis le plus sud de la flotte, allez, banco. Parce que je le sentais pas, 60 nœuds auprès, avec les aléas qu'on pouvait avoir. C'était trop, je trouvais que c'était prendre des risques. Je préférais naviguer un peu plus doucement, mais aller, quitte à risquer des chocs avec des gros leurres, avec un bateau en aluminium, c'est vrai, ce qui joue aussi dans la décision, sûrement. Enfin, il reste les safrans, il reste 2-3 trucs. Voilà, oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est pas un choix facile. C'est moi qui le prends. C'est Pierre, il me donne vraiment le choix. Et puis, je suis en tête à ce moment-là quand je prends l'option, mais j'ai 20 000 d'avance sur Christophe. Et puis là, je pique au sud à fond parce qu'il faut se barrer, quoi. Et moi, j'aurais jamais plus que 30 nœuds auprès. Et eux, ils vont s'en prendre 50, 60 nœuds. Ah oui. Il y a un concurrent qui coule, John Martin, qui est récupéré par son collègue sud-africain Bertie Reed. Isabelle a des gros problèmes. Non, ça a été très, très dur pour eux. Et pour moi, en fait, voilà, c'est un autre monde. Au niveau météo, c'est des conditions parfaites, quasiment, parce que je suis au près bon plein, du coup, parce que j'arrive à glisser et dans pas trop de mer, puisque non, c'est vraiment des belles conditions. J'allonge la foulée, je raccourcis la distance, puisque automatiquement, je suis très sud. Et par contre, voilà, des icebergs et puis des grands. J'en longe un jour, mais ça dure 3 heures, quoi. Et la nuit, tu fais comment ? C'est roulette russe. Hein, voilà. De toute façon, tu n'as pas le choix. Le radar fonctionne assez bien, mais tu ne vois pas les gros leurres, donc je tape des gros leurres. Coquin alu, coup de bol. Et puis, le risque, c'est aussi la pluie givrante au niveau des haubans. Ah oui. Donc, Pierre me dit, fais attention, parce que en altitude, dès que tu dépasses... Juste, ceux qui préparent le Vendée Globe aujourd'hui, s'ils écoutent ça, ils hallucineraient, quoi. Ah oui, on en a parlé avec Isa l'autre jour. C'est vrai qu'elle hallucinait complètement. Mais voilà, il me dit, fais gaffe, hein, parce que ça peut aller vite. Et c'est vrai que j'y pense pas forcément sur le bateau. Et c'est la pluie givrante qui, dès que ça va être en altitude, elle va se former en glace. Moi, sur le pont, j'ai une petite bruine, voilà. Mais par contre, dès que tu es à 10 mètres d'altitude, il y a un peu plus de vent, un peu plus de froid, et ça givre. Donc, il me dit, regarde, observe bien comment ça se passe. Et c'est vrai qu'au bout de X heures, hop, je vois commencer les haubans qui grossissent, quoi. Je me dis, merde. Là. Et du coup, la seule solution, c'est de partir au lof pour que le gréement soit secoué et que ça tombe. Et donc, voilà. Le dégivrage des haubans. Voilà, quoi. Toutes les X heures, je sais plus, 5 heures, 6 heures, je fais un bon départ au lof pour secouer tout ça, pour pas que ça s'alourdisse et que le bateau devienne en stabilité, ça devienne un problème. Et personne fera pire que 67 Sud, je crois. C'est toi je crois pas. Je crois que c'est toi qui a le record, entre guillemets, quoi. Mais il n'y avait pas d'autre... Enfin, voilà, c'était un choix. Au PC Course, ils s'affolent, ils se disent, mais il va où ? Mais c'est vrai que du coup, de 30 000, je me retrouve avec 300 000 d'avance. Ah oui. Ah bah oui, parce qu'entre moi, route directe, vitesse, plus raccourcissement de la distance. Raccourcissement.
en 2 jours, je prends 300 000 d'avance, quoi, ou 3 jours. Et les autres, ils ont galéré, la fatigue, machin, ce qu'ils ont pris. Et du coup, je gagne l'étape avec un wagon d'avance, quoi. Et du coup, je deviens leader au général, malgré la pénalité de 16 heures que j'avais prise en Afrique du Sud, parce que j'avais gagné la première étape en Afrique du Sud. Mais du coup, pénalité, en Australie, j'avais fait troisième. Et du coup, je me retrouve au général avec une vingtaine d'heures, je crois, d'avance sur Christophe. Et personne ne fera. Enfin, les règlements vont évoluer derrière. Et puis, avec Ouais. le réchauffement climatique et la fonte des glaces, la limite des glaces qui sera instaurée au fur et à mesure empêchera à nouveau d'aller aussi sud. Aujourd'hui, les coureurs du Vendée Globe, ils descendent par. La limite des glaces, elle est aux alentours de. Bah, c'est le Cap Horn. C'est le Cap Horn. Là où ils descendent Oui, au voilà, sud, c'est oui, le Cap bien Horn, sûr, puisque c'est mais 57 sud. voilà, mais sinon, la Donc, limite des glaces, elle est beaucoup plus haute tout le long du voilà, Vendée Globe. à l'époque, après, il y a eu des portes qui, je trouve, étaient plus intéressantes que la limite actuelle aujourd'hui, qui est une barre, quoi, qui est un mur qui bouge, qui est bougé par la direction de course suivant les positions qu'ils ont des icebergs, quoi. Voilà, et ça, elle est. Ça dépend des endroits, Un mais peu en dessous de 40 sud, mais pas 42, 50, 43. ouais, Jusqu'à 50, d'accord. jusqu'à 50 Ah dans ouais, le ok. Pacifique, ouais, dans le Pacifique jusqu'à 50. Et puis à un moment donné, ben, il y a le Cap Horn à aller passer qui, Voilà. lui, est En tout par cas, du coup, 57. on navigue beaucoup plus haut. Carrément, ouais, et on fait plus de route, du coup. Et on fait plus de route. Et puis ce BOC qui se termine, hélas, par une grosse déception, puisque je perds le BOC dans les 3-4 derniers jours, où Auguin a pris un peu d'avance. Il a récupéré une grand voile neuve À l'escale. à l'escale de Punta del Este. Il a bien allégé son bateau, qui est un bateau en composite, qui est le même que le mien, mais avec double safran en composite, donc plus léger, donc potentiellement qui est vraiment supérieur à mon bateau, mais aussi grand voile neuf, tac, il navigue naturellement très bien. Mais voilà, j'ai un peu de retard sur lui, 60 000, mais rien de rédhibitoire. Et par contre, gros anticyclone des Bermudes. Et là, les derniers 3 jours sont infernaux pour moi. En plus, dans un orage, j'explose ma grand voile qui a fait tout le tour du monde. Donc bref, grosse déception et je me fais battre d'une dizaine d'heures par Christophe. Alors là, on va accélérer un petit peu parce qu'on en Là, est. tu feras des coupes. Ouais, on fera des coupes ou on fera plusieurs épisodes. Mais ce qui semble aujourd'hui incroyable quand on regarde cette époque, c'est que tu vas réenchaîner assez vite sur un nouveau Vendée Globe. Le Vendée Globe Ouais. à l'époque, enfin, ce second Vendée Globe, ce deuxième Vendée Globe, pardon, va avoir lieu 3 ans après plutôt que les 4 ans. Ça fera beaucoup de débats, mais ça sera 3 ans. Et donc, du coup, Oui, finis. pour le placer dans un calendrier Voilà. homogène par rapport au Box Challenge. Alors, tu finis un Box Challenge donc en 1991. Et l'année En d'après. mai 91. Voilà, mai 91. Et l'année d'après, en 1992, à l'automne 92, tu es à nouveau au départ d'un nouveau Vendée Globe. Et je ne fais pas le Figaro l'été 91. Ah, c'est qu'est-ce le qui se premier passe été parce qu'il faut se calmer un peu. Non, bah, il faut. L'âge venant. Non, mais c'est surtout le projet Vendée Globe qui va venir vite parce que du coup, comme tu le dis, il y a moins de temps pour le préparer. Mais du coup, tu fais 3 tours du monde en solitaire, dont un avec escale, en 3 ans. En 3 ans. Ouais. Jockey tous les hivers, quasiment. L'hiver 89, 90. À part l'hiver 91, 92, voilà, ouais. Et du coup, ça fait des programmes bien chargés. Generali me dit qu'ils sont pas d'accord pour le budget pour un bateau neuf. Et ben, j'ai un sponsor qui m'appelle et hop, c'est parti. Ah oui, on t'appelle. Ouais. Bagage supérieur t'appelle. Ouais, monsieur Chauvin, le patron de bagages, qui est une petite entreprise du Doubs, qui m'appelle. Il me dit on m'a parlé de vous. J'y connais rien en voile, mais j'ai pas les moyens de faire de la pub à la télé. Donc, je crois fortement au sponsoring sportif. Si le support porte le nom de la marque, et la voile pour ça est géniale, comme le cyclisme, c'est à peu près tout. Et du coup, j'ai pas les moyens de faire de la pub. Je me bagarre contre Delsey, Samsonite, etc. Allez, dites-moi combien. Dans une semaine, je vous dis banco. Et donc, on est à l'été 91. Mais le Vendée Globe part dans un an, quoi. Donc, il faut pas traîner non plus. Et il me donne sa réponse au bout de 15 jours. Allez, hop, on part d'une feuille blanche, go. Et je me mets à fond dans ce projet. Je fais la Boule Dakar avec mon bateau en aluminium, sous les couleurs de bagages supérieurs, face à Poupon, VDH, je sais plus qui. Et je gagne la Boule Dakar l'hiver 91, novembre 91. Et la construction du bateau est lancée chez CDK. Donc là, ça sera en composite cette fois. Toujours Finoconc. Ça sera un catch. Un catch, voilà. Parce que pendant le Box Challenge, j'en ai bien galéré avec ces baumes de 9,50 m de long, les empannages, l'équilibre, etc. Donc j'ai lu aussi
pendant mon box challenge les récits de la Whitbread de Steinleger, tous ces grands catchs, ces plans phares là, incroyables, où ils mettaient de la toile partout. Donc je me dis, voilà, mât d'artimon, voile d'artimon, mais qui fait des bateaux plus faciles à gérer. Ouais. Alors, du coup, au départ de ce deuxième Vendée Globe, l'état d'esprit, il a un petit peu changé. Là, il n'y a plus la découverte, parce que du coup, tu as déjà fait 2 tours du monde, Du 1000, dont un Vendée Globe. Donc là, tu es en mode course complet. Ouais, clairement, bah là, c'est le professionnalisme. On est une équipe. Il y a un nouveau poupon, il y a un nouveau perron. Voilà, on forme. Je pars d'une feuille blanche, donc il faut former une équipe, une petite équipe, parce qu'à l'époque, on était 3. Hein. Donc, mais petite équipe quand même essentielle pour bien gagner, enfin pour gagner un Vendée Globe, parce que voilà, on gagne pas un Vendée Globe tout seul. Une femme, une petite fille qui vient de naître, donc un statut complètement différent des années passées. Donc, tu n'es plus maudit branleur, là, tu es père de famille. Et voilà, père de famille, et c'est parti. Donc, non, c'est un autre projet avec un Hubert Desjoyaux qui est un mec génial chez CDK. Donc, constructeur. En tant que constructeur. Et puis, il faut pas traîner et on met le bateau à l'eau qu'au mois de juillet. Hein. C'est un mois de mieux que, c'est un mois de mieux que l'année d'avant, que le Vendée Globe d'avant, mais avec beaucoup, beaucoup plus d'expérience, aussi bien côté architecte que côté de mon équipe. Donc, du coup, voilà, un bateau beaucoup plus abouti et prêt le jour du départ. Comment il se passe, du coup, ce deuxième Vendée Globe? Il est un peu particulier quand même. Hein, ouais. Il est particulier. On perd Nigel Burgess dès la première nuit ou le lendemain du départ. On apprend ça le lendemain. Un concurrent, un gentleman skipper adorable. Assez expérimenté. Hein, assez expérimenté. Ah oui, pas du tout un... Ouais. Et on perd aussi Mike Plant. On apprend que Mike Plant a disparu en convoyant son bateau vers les Sables d'Olonne, qu'on n'a jamais vu arriver naturellement au sable, avec un nouveau bateau qui s'annonçait être un bateau redoutable. Donc, gros coup de massue avec Nigel et Mike Plant. Mike Plant que je connaissais bien, parce qu'on avait fait un Vendée Globe et un Box Challenge. Du coup, gros coup de morale. Beaucoup de retours à la case départ la première nuit où on se fait cueillir après un départ sous le soleil magnifique. Toujours avec des bouées à virer devant le public. Et puis, une première nuit calme et fin de première nuit où là, un front, quoi. Classique Golfe de Gascogne. Et là, beaucoup de retours. Donc, on se prend 45, une bonne dépression de novembre. Et beaucoup de favoris qui rebroussent chemin. Quelques-uns repartiront. Un Poupon repartira, mais Perron ne repartira pas. Poupon des VDH repartiront. VDH repart pas. Loïc repart pas, pardon, bateau délaminé. Et De Brock qui a récupéré le bateau de Lamazou, le vainqueur du Vendée Globe précédent, qui fait un super début de course. Avec Bertrand, on se connaît bien aussi. Donc, on se tire la bourre avec cette tristesse un peu naturellement. Se poser la question, est-ce que ça vaut le coup tout ça? Parce que quand tu perds 2 personnes, quand même, ça marque. Mais bon, voilà, la course, les marins, on est là pour naviguer. Et on navigue. Et Bertrand me passe sur des options avec un anticyclone au large du Portugal. Donc, il est en tête jusqu'à l'équateur. Et à l'équateur, je le redouble. Et voilà, il aura ses soucis de langue et de quille. C'est le Vendée Globe où il y a le fameux épisode de la langue de Bertrand. Qu'on a raconté il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et puis, Philou revient parce que la météo, les décalages météo sont tellement importants que il revient. Je passe le Cap Horn avec... En gros, tu prends la tête à l'équateur. À l'aller. Et tu vas le garder tout le temps. Et je vais la garder tout le temps. Bertrand abandonne, donc du coup, beaucoup d'écart avec le second. Donc une course entre guillemets pas très intéressante parce que du coup pas de bagarre. Du point de vue sportif quoi. Ouais. Puis du point de vue personnel parce que voilà, moi j'aime bien la compétition et je sais que notre bateau a un potentiel remarquable. Donc voilà, il faut gérer. Donc c'est ça qui est frustrant. Il faut gérer soi-même son bateau. C'est pour ça que j'ai fait un bateau très très puissant. C'est que je sais que même à 80%, il est vraiment rapide. Et puis le Cap Horn, encore une fois de nuit. Et puis Philou qui revient, qui choisit une option sur la route directe qui fait que virtuellement il revient très très près, mais je sais que il payera ça plus tard parce qu'il sera trop proche du Brésil. Et puis je repars de plus belle. Et puis il va démater. Il démate quelques jours avant l'arrivée
Et il se fait doubler par Jean-Luc, qui finit avec un bateau abîmé aussi, délaminé. Donc un Vendée Globe réussi d'un côté, ouais. Et du coup, à l'époque, c'est quoi de gagner le Vendée Globe en termes de pression médiatique, on a toujours les images incroyables de l'arrivée, la flotte qui t'entoure et tout. Il y a l'aspect médiatique, mais il y a déjà aujourd'hui, une victoire dans le Vendée Globe, ça vaut cher. Enfin, genre, ça se convertit en beaucoup de choses derrière. À l'époque, c'est déjà le cas. Mais c'est vrai que plus que l'aspect médiatique, moi, j'insisterais plus sur l'aspect technique. C'est-à-dire que le skipper, que ce soit Bourgnon, Perron, Poupon, on est nos propres team managers. Donc le projet, on le gère de A à Z. On est une toute petite équipe. Donc du coup, quand tu franchis une ligne d'arrivée en vainqueur et que tu sais que tu es parti d'une feuille blanche pas si longtemps avant, parce que, comme on l'a dit, c'était l'été d'avant, tu te dis, j'ai choisi les bons équipiers, enfin les bons préparateurs, j'ai choisi le bon chantier, globale, le bon fabricant de voile. Le bateau est revenu dans un état magnifique. Donc voilà, tu franchis la ligne d'arrivée, tu sais que toi, tu as fait du bon boulot, mais que tu as fait du bon boulot aussi sur le management, sur tout ça. Donc c'est une vraie satisfaction qui est pas tout à fait la même aujourd'hui, parce qu'on connaît les équipes aujourd'hui qui sont beaucoup plus structurées, où le skipper est entre guillemets quelquefois un peu un pion. Voilà, c'est le pilote. Il y a une équipe, voilà. Là, à l'époque, c'était... les armateurs, skipper, chef de projet, voilà. directeur technique. Donc, grosse satisfaction de ce côté-là. Et puis, médiatiquement, ça reste un gros truc, même si c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'est déjà un gros truc. Donc, tu sais que voilà, tu t'installes dans des gens qu'on appellerait bankable aujourd'hui. Mais alors, du coup, tu as 30 ans, tu as fait 3 tours du monde, tu as gagné la solitaire du Figaro. Tu fais quoi? Tu prends ta retraite? Tu fais la mini-transat? Ah bah non, pas de retraite. Non, mais la question se pose quand même. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'aime la vitesse. Donc, clairement, c'est évident. J'y ai réfléchi. Les trois tours du monde ont été vraiment chacun dans leur super à vivre. Le Box Challenge, vraiment très beau souvenir, même si c'était décevant. Et du coup, voilà, on tourne une page et puis on s'oriente vers la vitesse, le multi, les routes du Rhum, des Orma qui démarrent aussi dans les années 92. Des bateaux très intéressants. Je navigue de temps en temps comme équipier avec Loïc Perron. Et voilà, c'est attirant. Hélas, avec le patron de Bagages Supérieurs qui est emballé, mais il se trouve que sa société est rachetée par un fonds d'investissement plus ou moins douteux, filiale du Crédit Lyonnais, la Altus Finance. Eux, naturellement, sponsoring hors de question. Donc, on a un contrat béton, donc ils ne peuvent pas passer outre. Donc, du coup, je fais la route du café, 93, et la route du Rhum, 94. Mais normalement, la route du Rhum, 94, je devais la faire en multicoque, avec un multicoque bagage supérieur. Donc, j'ai lancé la construction d'un moule d'un kata de 60 pieds, un plan haulier, une belle machine, normalement. Et hélas, le moule il sera utilisé par Jean Morel pour faire un bateau à moteur, mais ce sera tout. Donc du coup, ce sera route du Rhum sur mon bon vieux bagage supérieur. Et après, le bateau est vendu, le contrat s'arrête et on repart presque à zéro. Donc c'est un peu frustrant, un peu décevant. J'ai des moules sur les bras, donc c'est pas aussi glorieux qu'on aurait pu l'imaginer. Mais voilà, c'est la vie. Alors, on va s'arrêter quand même sur une année, pendant ces années-là, sur une année particulière qui est 96, où il y a toujours le Figaro. C'est un peu comme Yann Elias, il y a toujours un petit Figaro de côté chaque année, le placement de bon père de famille. D'abord, il y a une victoire dans la G2R avec Jimmy Pain. Alors, c'est la rencontre avec Brocéliande. Voilà, très rapidement, après Bagage Supérieur. Là aussi, c'est une rencontre entre Vincent, Stéphane Guilbault, je ne sais plus qui rencontre qui. Brocéliande est sponsor de Marsaudon sur la route du Rhum 94. Voilà. C'est le père Marsaudon. Le père Marsaudon, le père de Sam et de Vincent. Et donc, je ne sais plus ce qui se passe. Pour préciser qu'aujourd'hui, l'un est le patron de Lorima qui fait les mâts carbone de beaucoup de bateaux de course. Et l'autre était le patron de Marsaudon Composite qui faisait beaucoup de kata de croisière rapides. Et donc, le père Marsaudon avait Brocéliande qui était dans sa région, dans les Côtes d'Armor. Il y avait des producteurs de porc, parce que Brocéliande, c'est du jambon. Et je ne sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il abandonne, mais les sponsors vont quand même à l'arrivée, parce qu'ils avaient prévu des RP, etc. Et dans l'avion retour de cette route du Rhum, je ne sais plus pourquoi, où c'est Vincent, Vincent Borde qui discutait avec Jean Tanguy et qui
j'entends Guy lui dire, ah, ça nous plaît bien la voile, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez l'air un peu dans le milieu? Et puis c'est comme ça qu'on rencontre Jean. Et donc c'est vraiment rapidement, hein, puisque la route du Rhum vient de se finir. Moi, je courais sur bagage supérieur. Et, euh, et donc, on se rencontre 15 jours après, ici à Languidic, au siège d'Unicopa, qui est une coopérative de producteurs de jambon. Et là, on se dit, bah, on va redémarrer à zéro, Figaro, parce que ça fait du bien. La base. Voilà, Retour aux exactement. Ça, racines. j'ai toujours été impressionné par Poupon, justement, que j'admirais beaucoup, qui revenait régulièrement faire cette solitaire du Figaro. Et qui va gagner sa 3e solitaire, justement, en 95. Voilà, et qui revient parce que c'est comme ça. Et moi, je dis, non, non, aucun souci. Ça nous permet de voir si le feeling passe bien avec Brocéliande. Donc, on fait 95-96. Et puis 96, la G2R avec mon copain d'enfance Jimmy, qu'on gagne. Voilà. Pourquoi ça te fait rire? Bah, non pas sur un malentendu, mais c'est vrai qu'on n'était pas les favoris. Jimmy était catalogué comme un excellent barreur du Tour de France à la voile, pas du tout un coureur océanique. Voilà, il y avait du beau monde, hein. Il y avait du beau linge sur cette AG2R 96, des tandems genre les frères Poupon qui gagnent la première étape, Camas Nélias, des joyaux Bilou, le Camarto, je sais plus, enfin bon, La piste aux étoiles, quoi. il y avait du beau monde. Et on se bagarre bien avec Poupon qui a pris une option sud, donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais on se bagarre bien sur la route nord avec Camas Nélias et Bilou Mich. Bref. Et donc, on gagne cette AG2R qui est génial parce que gagner avec son pote d'enfance, avec qui on a démarré en rade de Lorient à 16-17 ans. Donc, c'est un très beau souvenir. Puis, ça permet de bien lier, d'avoir des bons liens avec le sponsor, puisqu'on fait des belles opérations de RP à Saint-Barth. Et puis, voilà. Jimmy est un personnage exubérant qui racontera longtemps, qui raconte encore aujourd'hui que c'est le sommet de sa carrière. Hein. Bah, ouais, il a gagné. Aujourd'hui, il est député. Hein, voilà, il a gagné des Tours de France à la voile. Voilà. Il est député, ce qui est pas rien non plus. Donc non, c'était un grand moment. On a vécu une très belle course avec un début de partenariat qui s'annonçait très très bien. Alors, il y a une solitaire du Figaro un peu bizarre. Ah ouais. C'est vrai que 96, ouais. Voilà, ouais. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Juste ouais, secondes, je vois bien. Ouais. Non, mais, et en relisant aussi, en préparant un petit peu cette émission, tu racontes, hein, tu dis, je peux considérer que quand même, souvent, j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais quand je regarde un peu, j'ai cramé tous mes jokers en 96. Donc l'histoire pas tous pour la faire. Non, j'espère qu'il t'en reste quelques-uns, mais en tout cas beaucoup. non, mais j'en ai non. J'ai cette philosophie, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais bon, elle me permet de regarder devant, de se dire voilà, on a un capital chance quand on est. Alors, je pense qu'il y en a qui le verront jamais, hélas, parce qu'ils sont dans des conditions de vie qui ne leur permettront jamais d'émerger. Donc, ils resteront là où ils ont grandi, dans des conditions difficiles. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, comme je le dis, elle vaut ce qu'elle vaut. Mmh. Mais voilà, c'est mon idée que je fais. On est compétiteur. Quand on rentre dans le domaine de la compétition, voilà, on a un facteur chance. On a un capital chance. Et puis, voilà, ça va, ça vient. J'en ai cramé 3 jokers, clairement, dans des situations où j'étais à ça de perdre la vie. Donc, quand je gagne pas une course par manque de réussite, parce que voilà, tu peux être deuxième en ayant fait une très très belle course et tu sais que le premier a mérité sans problème que tu pouvais pas l'atteindre, mais j'ai quand même quelques deuxièmes places où je sais que j'aurais pu être à la place du premier sans aucun problème. Voilà, c'est comme ça. Donc je me dis, la balance, elle est là. Alors, on sait toujours pas de quoi on parle en fait, hein, mais les 3 jokers que tu crames, donc j'imagine qu'il y en a, c'est une chute d'une barre de flèche sur un Tour du Monde. C'est une chute d'une baume sur le premier Globe Challenge, en bout de baume, où je me retrouve pendu dans le sud à la baume avec le bateau qui roule plein vent arrière, donc un coup hors de l'eau, un coup dans l'eau, la bosse de riz à cacher, que je venais réparer, que je venais sangler pour pas qu'elle casse. Elle casse quand je suis sur la baume, donc la baume qui tombe, retenue que par les lésils, etc. Donc là, je mets 3 jours à m'en remettre. Je suis gelé parce que la mer est froide. Je m'en sors avec du bol, hein, clairement. T'es pas attaché? Si, mais attaché très court, donc je peux pas me hisser sur la baume. Donc
t'as beau être attaché, mais bon, malgré tout, t'es pas dans une position favorable, quoi, clairement, parce que le bateau, il avance à 10 nœuds. Un coup, tu prends c'est bien d'être attaché, encore faut-il remonter. Oui, voilà, il faut remonter, et c'est loin d'être gagné, hein, donc je peux me retrouver, bref, et l'eau est froide, il fait nuit, enfin bref. Donc ça, j'ai cramé un petit peu, là, et j'ai vraiment mis du temps à m'en remettre, hein, parce que le froid a retrouvé, voilà. Et le deuxième joker, c'est sur l'année suivante, sur le Boc Challenge, où là, je suis happé, un peu comme De Broc, par les coups de grand voile. Sauf que là, c'est pas ma langue qui passe, c'est moi-même qui suis embarqué par les coups de grand voile dans un empannage. Donc je passe, et nos bateaux étaient larges, hein, ils faisaient 6 mètres de large, donc je passe d'un bord à l'autre, parce que j'étais en train d'observer s'il fallait empanner maintenant, donc j'avais libéré la retenue de baume, tout ça. J'étais vraiment en phase d'observation en arrivant sur la Tasmanie, à bagarre avec Auguin, et plein vent arrière avec 20 nœuds de vent, et là, la baume qui passe, qui me fait traverser le cockpit, je heurte 2 winches sur le chemin, et je suis dans les filières groggy, le bateau qui continue, hein, et là, je perds connaissance. Et déjà, je suis à l'intérieur du bateau, ce qui est une chance, parce que aussi bien j'aurais pu. Parce que là, j'étais pas attaché, hein, parce qu'il faisait beau, c'était portant, voilà. Et puis, je me réveille, je rampe, parce que je vois que j'ai un petit. Et je m'endors à l'intérieur, et là, je dors 6 heures. Et je me réveille, la polaire en sang, impossible de se lever. Bon, et le bateau, coup de bol, est toujours sous spi. Et là, j'appelle le docteur. Il me dit, bon, bah ouais, vas-y, déshabille-toi. Et hop. Donc, j'ai une plaie au bassin et une fracture au bassin. Donc, micro-fracture, mais bon, quand même. Donc il me dit ce qu'il faut pour. Donc là, en fait, la blessure, c'est pas le problème. C'est juste que, surtout dans le mouvement, j'aurais pu être en dehors des filières, quoi. Donc ça, c'est le deuxième joker. Et le troisième, c'est sur ce Figaro où tu voulais gentiment y venir. En 96, ouais. Où on a fait une première étape jusqu'à Dublin. J'allais dire Berlin, mais c'est Dublin, en Irlande. Dunlorry. Et donc, deuxième étape, on quitte avec de la pétole dans le canal Saint-Georges. On met beaucoup de temps à s'extirper, donc ça dure. Je fais une belle première étape. Et la deuxième étape, je suis bien dans le match avec le Cam, des joyaux, Camas. On se tire la bourre dans le petit temps. Et là, je trouve qu'il me largue. Hop. Donc, j'ai des algues dans le safran. Donc, Figaro 1, safran central, hein. Et là, j'essaie de les enlever une fois, 2 fois, puis j'y arrive pas. Gaffe, tout le système qu'on avait. Et je voyais que je perdais. Et donc, là, au 5e essai ou 4e essai, avec la fatigue, l'énervement, je me tiens pas bien. Et là, plouf, le bateau allait qu'à 3 nœuds 5, hein, parce que petit temps. Comme un con, je me déshabille pour essayer de le rattraper, mais bon. On ne nage pas à 3 nœuds 5. Ça ne marche pas. Et du coup, je suis à poil, en mer d'Irlande, une eau à 13 degrés, à 5 heures de l'après-midi, quoi. Donc, bon, incroyablement, mon premier réflexe, c'est de me dire merde, ma course est. Alors, j'étais bien quand on avait créé un petit trou, on était un paquet de 4 bateaux. Merde, la course est râpée. Et puis, très vite, je me vois que ça peut être autre chose que la course. Et bon, il y a Camas qui passe pas loin, mais qui m'entend pas. Et là, je suis vraiment surpris. Qui m'entendent pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais donc sur un bateau, quand il n'y a pas de vent, il y a du bruit quand même. Donc là, le moral qui rechute. Il y a un autre bateau qui passe, donc là, j'étais pas sûr qu'il m'entende, mais il m'entend pas. Donc le yo-yo, quoi. Bon, ça dure pas des plombes non plus, hein, mais pendant 1 heure, c'est vrai que c'est. Et là, il y a Nico Béranger qui lui ne vire pas, n'empanne pas parce qu'on était sous spi dans le petit temps. Il y a un bateau qui est arrivé sur moi, je me dis là, il va pas me louper, pas fil en panne avant d'arriver sur moi. Donc là, le moral rebelote qui plonge. Je trouve une planche qui me permet de ne pas avoir à tout le temps nager. Et Nico qui arrive, donc, et qui. Le vent se casse la gueule complètement. Du coup, la VHF résonne. Et je l'entends appeler le comité de course, le directeur de course, et dire ouais, j'ai un gars devant là, ça doit être un planchiste, un véliplanchiste qui est parti avec qui est là. Qu'est-ce que j'en fais? Et puis 1 minute après, c'est Gauthier finalement. Et donc il arrive tout doucement sur moi et je monte à bord du bateau de Nico Béranger.
Et le comité de course, le directeur de course vient me chercher, me redépose sur mon bateau qui est empétolé. Hein, voilà. Et donc là, ouais, clairement un Ça joker. secoue un peu quand même, non? Oui, bien sûr. Ouais, c'est un jeu. Ça Non, secoue parce que t'en bien. parles avec. Je suis père de Ouais. famille. J'ai 96, j'ai 2 enfants. Donc non, c'est. Je décide d'abandonner parce que je pouvais continuer en prenant une pénalité, mais je décide d'abandonner pour justement m'occuper un peu de ma famille, parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé, Hmm. donc ils l'ont su qu'après coup, mais malgré tout, voilà. Donc, non, c'est un coup dur. Ouais. Du coup, tu prends un peu de temps derrière Ouais. pour digérer un peu? Enfin, ça marque un coup d'arrêt pour toi ou... Bah non, au final non, mais je prends un peu de temps avant de dire bah, je repars sur la solitaire et où on repart sur d'autres projets avec Brocéliande, quoi. Hmm. Parce que du coup, derrière, avec Brocéliande, tu vas faire un truc un peu engagé aussi. Tu vas faire de l'orma en solitaire. Ouais. Donc Ça m'a pas vacciné. ça t'a pas vacciné. Ça m'a pas vacciné, donc alors ma femme de l'époque, bah, elle est mitigée. C'est sûr qu'elle sait que c'est ma passion, que C'est voilà, ton métier. c'est mon métier. Donc elle comprend ma décision de continuer parce que je la prends très vite en fait. Mais la question se pose quand même, quoi. La question, ah oui, bah oui, c'est obligé. Tu peux pas ne pas te poser la question parce que voilà, t'es passé à deux doigts. Est-ce que c'est bien sérieux? Parce qu'on sait que le solitaire, hein, que ça soit le petit monsieur qui va pêcher en solitaire ou le navigateur, à partir du moment où on est tout seul en mer, on s'expose. Hein, le planchiste qui fait de la planche tout seul, Mhm. s'il n'a pas de copains autour de lui, il s'expose. Hein. Donc, le solitaire en mer, comme en montagne, on est exposé. Donc, bon, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Mais très vite, je me dis, je sais faire que ça, même si je sais plus où en est l'agent de voyage, mais bon, je me vois pas. Voilà, en plus on a un sponsor avec qui ça se passe bien, donc on repart comme en 40 à proposer un projet de multicoque Orma pour la route du Rhum 98. Ouais. Alors là, c'est les années Orma qui ont les gens qui les ont vécues en parlent encore avec des étoiles dans les yeux, Ouais, tellement ouais, c'était ouais. extraordinaire, visiblement. Oui, bah, l'Orma a démarré en 90, je pense, quand les Anglais ont mis des limitations pour faire face au gigantisme qui coûtait des fortunes. Donc on est revenu à 60 pieds. Et puis là, on s'est dit, bah, autant faire des règles précises, un cadre. Et donc c'est comme ça que l'Orma et l'IMOCA, d'ailleurs, qu'on a créé avec Isabelle Autissier et puis Christophe et VDH, pour mettre des cadres, quoi, pour vraiment... et du coup, l'Orma, c'est des super machines. Je suis équipier de temps en temps sur Fujicolor de Loïc Perron. Euh, j'ai goûté au multicoque sur la Lorient-les-Bermudes avec un petit bateau, sur les gros multicoques de 80 pieds dans les années 85. Donc ça me tente, j'adore la vitesse. Et puis le Rhum en multi, la victoire de Artaud qui a été magistrale en 90. Donc ouais, j'ai été concurrent de la route du Rhum, mais j'étais en monocoque face à Bourgnon, etc. Donc non, je suis à fond. Puis la vitesse, voilà, j'adore. Et puis c'est les années de croissance économique en France, donc il y a aussi beaucoup de sponsors qui signent. Et il y a une très belle flotte. Hein. Il y a Ouais, une alors quinzaine pas de. quand on lance le projet Brocéliande. Et là, il faut faire des économies. Enfin, il faut être vigilant. Donc, on fait un projet à un petit budget. Enfin, je parlais plutôt de manière macro, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même une quinzaine de projets Ah, Orma à ce oui, moment-là, après, jusqu'à ouais. 18 en Ouais, 2002, ouais. quoi. Hein. Ouais. Mais en 97, quand on lance le projet, l'hiver 96-97, il faut faire attention. Il n'y a que 3 ou 4 Orma. Hein, Perron, Vatine, Bourgnon, et puis je sais plus qui, Joyon, Banque Populaire. Donc ça, c'est les 4 bateaux. Après, il y a... Et Elf, oui, 5, ouais. Euh, Poupon a renoncé, je sais plus, voilà. Et donc, on fait un projet, je monte un projet un peu économique, parce que Brocéliande, c'est pas voilà, une multinationale. Hein. Donc, je rachète les flotteurs de Fleury-Michon. On prend des moules existants et Ça se fait beaucoup à l'époque. on Hein. fait un bateau cheap. Le Ouais, mécano est assez on classique à fait un l'époque. bateau cheap, mais très joli, très élégant, rouge. Et là commence le début des emmerdes. Et là, ça forge l'expérience qui me sert aujourd'hui quand À on garder ton a sang-froid. voilà, gardé mon sang-froid. Et je me rappelle d'une phrase d'Hubert Desjoyaux qui me dit: Je sais pas comment tu fais. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une série maudite avec ce bateau.
Est-ce que, alors c'est vrai qu'on pourrait raconter, mais on va se lâcher, je vous couperai s'il y a besoin. Ce bateau, il est né donc avec des flotteurs de Fleury-Michon. Et ce Fleury-Michon, il est mal né. C'était un bateau magnifique, un VPLP, le top du top, fait par Poupon et son équipe, donc le summum du summum. Et je ne sais pas ce qui a déraillé. Au baptême, la pauvre marraine a mis 7 fois pour casser la Ah, bouteille. Le bateau était construit au bord de la 7 fois. Loire. Au bord de la Loire, je dis 7, mais c'était Poupon se liquéfiait au fur et à mesure. Et j'étais au baptême, au bord de la Loire, à Chantilly-Jeannot à l'époque. Bref, à Nantes. Et je voyais Poupon qui se liquéfiait au fur et à mesure que la bouteille ne cassait pas. Bref, le bateau, à première sortie, il casse ses safrans dans la Loire en allant à La Rochelle. Deuxième sortie, il casse son mât tombe, un haubans, je ne sais pas ce qui s'est passé, avec un mec en haut du mât, devant La Rochelle. Coup de bol, le mât n'a rien, parce que c'était un haubans, tu vois, le mât était tombé d'un coup, et le mec n'a rien, enfin, par rapport au choc. En tout cas, par rapport à ce qu'il aurait pu avoir. Il prend le départ de la Transat, je ne sais plus laquelle, il pète sa dérive, ce bateau, et il se casse en deux en Baltique sur le Tour de l'Europe 93. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, Philou dit, allez, on le met de côté. Et donc les flotteurs avaient rien eu. Et je les récupère. Et là, ça s'enchaîne pour moi. Coque centrale toute neuve. Elle se fissure. Faite chez CDK. Elle se fissure. On apprend une première fois. On devait faire la Jacques Vabre avec la Loure au Kérol en 97. On répare, elle se fissure une deuxième fois. On ne peut pas prendre le départ. Non, première sortie, des bras de liaison qui s'ouvrent. Un problème de collage au Grand Prix de la Trinité. Chantier. Après, c'est la coque centrale une fois, coque centrale deux fois. Pas de Jacques Vabre. Donc ça, c'était dans un laps de temps de 3 mois. Hein. Donc on avait enquillé chantier, etc. Donc pas de Jacques Vabre. Je vais à la Wavre annoncer qu'on ne partira pas avec la Loup, faire une conf de presse, machin. Et là, sur la route, Hubert qui m'appelle, Alain, j'ai un petit souci. Parce qu'on avait ramené le bateau chez CDK. En faisant une manutention, il y a un gars qui a merdé avec son transpalette. Il y a une palette qui est tombée sur ton mât, il est cassé en deux. Putain, tu te dis. Au final, on s'aperçoit que la mousse utilisée avait pas la bonne densité. C'est pour ça que la coque centrale se fissurait. Les UD venaient en flambement. Enfin bref. Plein de merde comme ça. Elle avait trop chauffé sur un camion, je sais pas quoi. La mousse était pas bonne. Obligé de changer toute la mousse du sandwich aux endroits cruciaux. Tu te dis, bon, t'en finiras pas, quoi. Le bateau, c'était le 4e chantier déjà, entre les bras, la 2 fois coque centrale, donc. Et le mât. Et on remet le bateau à l'eau, du coup, assez tôt dans la saison, en mars 98, pour préparer la route du Rhum. Et là, coup de bol, on part sur des bonnes bases et on n'a plus trop de soucis, même si je perds la route du Rhum 98 à cause d'une baleine, alors que je pouvais la gagner puisque j'étais en tête devant Bourgnon. Et là, je pète Safran, Foil et bout dehors. T'arrives à faire deuxième. Et je fais deuxième, 3 heures derrière Laurent, très déçu, alors que c'était ma première transat en Norma. C'est encore Bourgnon. Ouais, il gagne sa deuxième route du Rhum encore, c'est encore par Bourgnon rapport à qui te fait 88. ouais. Donc 98, 10 ans après, rebelote. Il avait plus de grand Génac, donc c'est pour ça que j'étais revenu sur lui, parce que j'avais eu des soucis en début de course, donc j'étais pas très bien au début. Et je fais que revenir, je double, et je prends la tête 36 heures avant l'arrivée. Et là, au petit matin, poum, baleine, arrêt buffet, donc la sous-barbe avec la surtension dans le Génac pète, le foil casse et le safran flotteur pète. Et donc, deuxième à 3 heures derrière Laurent. Donc, grosse déception, mais satisfaction d'avoir fait une très belle course. Et la Scoumoun se poursuit encore après ou... Ouais. Un petit chavirage sur la Jacques Vabre avec Michdej. L'année d'après L'année d'après, dans des conditions personnelles particulières, situation compliquée familialement parlant. Donc, je pars un peu, non pas en marche arrière, mais je pars pas l'esprit serein du tout. Et on chavire au bout de 6 heures de course devant Cherbourg avec Mich. On fait pas gaffe que la renverse a créé une mer complètement différente et on n'a pas réduit assez. Un petit, voilà. Donc ça se termine comme ça avec ce sponsor-là qui me dit bon bah là on arrête.
Le patron part en retraite, avec qui j'avais des bonnes affinités. Donc le remplaçant dit non, non. Voilà. Donc on trouve un deal et puis je me retrouve sans sponsor l'hiver 99-2000. Et là, 15 jours après, coup de fil. T'as jamais cherché de sponsor de ta vie, en fait. On t'a appelé à chaque fois. Je Écoute, conclus ça de ce que tu racontes. écoute, franchement, À part peut-être ces derniers temps, mais si on devait résumer une des satisfactions que je peux avoir, c'est de n'avoir jamais connu une année blanche. J'ai jamais eu une année, je parle pas des premières années, bien sûr, hein, où j'ai fait 2 Figaro sans sponsor et il y a eu des années galères, mais j'étais pas professionnel. Donc voilà. Mais depuis que je suis professionnel, depuis 87, le premier contrat avec Général Concorde, je n'ai jamais eu de saison blanche. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des activités il y a eu des années où je courais pas, mais je cherchais pas de sponsor puisque j'avais envie de faire des breaks. Il y a eu la coupe, etc. Donc je n'ai jamais. C'est vrai qu'il y a la chance, un ensemble de paramètres. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas que la chance, mais toujours est-il que voilà, c'est une satisfaction. Il y a les résultats, la visibilité. Il y a la philosophie du projet, il y a une certaine, il y a un ensemble de paramètres. Ouais. Et puis pour le coup, au moins dans ce secteur-là, peut-être un petit peu de chance aussi. Ouais, bien sûr. Que t'as pas eu ailleurs. Voilà, exactement. Il en faut. Le fameux sponsor qui t'appelle au bout de 15 jours, c'est un sponsor qui va peser lourd dans la voile pendant longtemps et qui va aider beaucoup de gens, qui s'appelle Foncia. Tout à fait. Et en particulier le patron de Foncia de l'époque, qui s'appelle Jackie Lorenzetti, qui est un type qui va faire beaucoup de choses aussi dans le rugby notamment. Ouais, un homme qui n'est pas parfait, hein, parce que personne n'est parfait. Il a des méthodes de management qui peuvent être quelquefois dures, quelquefois ceci, cela, mais un homme remarquable. Une fois dans le sport, fan de sport, et ça c'est et pas que de la voile, parce que la voile il l'a fait comme ça, mais c'est pas une danseuse du tout. Il croit dans la voile et il fait une shortlist. Il a déjà une expérience avec les frères Bourgnon, mais qui sent pas. Ils ont tenté un record, ils ont fait la Jacques Vabre 99. Je sais pas, ils font un bon résultat, mais je sais, il doit faire deuxième. Mais bon, Laurent a envie d'arrêter et le feeling était plus avec Laurent qu'avec Yvan. Continuer avec Yvan, ils hésitent. Donc ils font une shortlist de 3 personnes et ils me disent voilà, on estime que vous êtes dans les. On sait que vous avez perdu votre sponsor parce qu'on vient de l'apprendre. Donnez-nous des budgets, donnez-nous ceci, et puis on décide rapidement. Voilà. Et donc, je suis choisi sur cette shortlist pour un contrat de 8 ans. 8 ans? Ouais. Ou 7 ans, je ne sais plus. 7 ans renouvelables. Un contrat de 7 ans. Incroyable. J'y crois pas. Jackie Lorenzetti, parce qu'on est devenus amis après, il me dit non, je crois en vous, vous incarnez nous ce qu'on veut représenter. Enfin, voilà, on part, on vous fait confiance. C'est fabuleux. Et c'est vrai que ça s'était jamais fait. Parce que des contrats longs, il y en a eu, mais renouvelés. Là, c'était 7 ans d'un coup, avec renouvelable. Donc, une confiance, une relation qui s'installe. Et donc j'étais propriétaire du bateau qui s'appelait Brocéliande, donc on renomme Foncia, et puis après construction d'un nouveau bateau, nouvel orma, etc. Donc une belle satisfaction de partir avec, mais toujours des budgets. Et pourquoi j'ai été choisi, c'est parce que j'avais des budgets raisonnés, voilà, qui détaillaient. Le sponsor savait que je n'allais pas flamber, etc. Des trucs bien montés et surtout plutôt raisonnés, quoi. Pas. Alors que quand tu as un sponsor qui te dit, nous, on a vraiment. Tu es tenté de dire, hey, bla bla. Donc je pense que ça s'y jouait dans le choix. C'est un profil rassurant pour les sponsors aussi. Ouais, voilà, ouais. Donc c'était une belle aventure avec Foncia qui s'est arrêtée, pour ma part, en 2009, je crois, ou 2010. Alors, on va y revenir, mais du coup, avec Foncia, tu vas faire plein de choses différentes. Ouais. Donc, il y a évidemment l'Orma. Moi, j'ai noté une Transjacques Vabre avec Hélène MacArthur. Deux, 2001 et 2003, si je ne me trompe pas. Au milieu de tout ça, des Solitaires du Figaro. Ouais, une. Donc là, à nouveau, t'as quand même plein d'histoires avec cette Solitaire du Figaro. Là, ah oui, c'est la course de. Ouais. Voilà, une où tu t'apprêtes à gagner et en fait tu la perds pour 13 secondes. Là, on n'a jamais fait mieux. Je m'apprête à gagner, je suis dans les. Oui. Voilà, je veux dire. Je suis en tête au départ de la dernière étape. Tu es en tête au départ de la dernière étape et tu as un bisu.
Un petit jeune qui Non. commence. Non, c'est sa deuxième. Il n'est pas bisu, non. C'est sa deuxième. Non. On parle d'Armel Lecléache. Armel Lecléache, il a fait Armel Lecléache. Non, il a fait deuxième, il a fait mais sous la couleur du Crédit Agricole. Année. Il a fait une course incroyable la première année en 2000. Sous les couleurs du Crédit Agricole. Derrière Bidégory, il est bisu, il fait deuxième, ce qui aurait pu être le meilleur résultat s'il n'y avait pas eu Laurent Bourgnon. Et donc, Armel fait deuxième, et après, il fait des Figaro moins bons en 2001, 2002. Et donc, 2003, il y a le nouveau Figaro 2. Armel, qui est l'invité précédent, dans l'épisode précédent d'Into the Wind. Et ben 13 voilà, secondes. Donc ça se tient. Voilà. 13 secondes. Il y a une image incroyable de cette arrivée qui est filmée, évidemment, où on entend la VHF, l'écart, tu comprends que tu as perdu. Et on connaît plein de marins qui auraient pu, je sais pas, comme certains joueurs de tennis, tout fracasser avec la raquette. Toi, tu as juste un mouvement du bras qui dit ta déception. Ouais, il y a d'autres choses qu'on ne doit pas voir. Ouais, non, mais du coup, je veux dire, l'image est forte aussi parce qu'on imagine la déception que ça doit être et tu l'extériorises pas énormément. Je suis pas un grand... Même, il y a des interviews où Ponton est assez philosophe. Quoi. Bah, en 13 secondes, on n'a pas fait mieux comme écart. Non, mais il faut remettre aussi dans le contexte. Ouais. C'est un ensemble de choses. Donc, j'ai aussi gagné la 3e étape de cette solitaire un peu avec de la chance. Et j'ai créé des petits écarts avec de la chance. Donc là, la bascule, voilà, je philosophe. Et puis, j'ai aussi ma carrière. Je joue pas ma vie sur le Figaro. Donc, quelquefois, tu sais que tu vas gagner ton Figaro. Si tu le gagnes pas, ta carrière, elle va pas démarrer. Là, moi, ma carrière, on est plusieurs à être revenus parce que c'est le nouveau Figaro 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2003 Moi, il y a eu la Route du Rhum 2002, où j'abandonne, mais bon, où je me pète les ligaments croisés. Donc, du coup, je me fais opérer tardivement et du coup, c'est la fameuse Route du Rhum où il n'y a que 3 multicoques à finir. On chavire sur un Tour de l'Europe avec l'Orma en mai 2003. Donc, normalement, je ne devais pas faire le Figaro. Et du coup, le chavirage fait que je pourrais pas faire les grands prix suivants, etc. Donc, du coup, avec Jackie Lorenzetti, on se dit, il faut naviguer. Et hop, on part sur le Figaro, donc un peu au dernier moment. Donc, très peu d'entraînement. Donc, du coup, au final, t'es bien content d'avoir fait deuxième, en fait. C'est pas que je suis content, mais ça amortit la déception. Ça a été un beau Figaro. Les 3 étapes, je me rappelle à peu près bien. Les 4 étapes. La dernière étape où je contrôle pas Armel, je contrôle Mich, qui est 3e au général. Je suis très fatigué. Pourquoi ? Parce que en quittant Dingle, on est plusieurs à se prendre un nuage et on voit tout le monde se barrer et on est 10 concurrents sous spi et ça se barre par devant et on reste collé le long de l'Irlande. Là. Et on voit le nuage et tout le monde se barre et on prend à la fin de la journée, on a déjà 6000 de retard, quoi, ce qui est énorme sur un Figaro. Et donc moi, je suis en tête du général. Je me dis, là, c'est mal barré. Là, on les revoit plus. On sait qu'il y a des chances que ça se barre par devant. Donc. Et là, je me donne pour revenir. Elle est longue. Il y a une grosse pétole au sud de l'Irlande. Et je repasse en tête en arrivant en Manche. Donc, à force j'avais une super carbu sous spi au portant, dans le petit temps notamment. J'avais trouvé un mode que pas grand monde avait trouvé. Et c'est comme ça que j'avais fait des bons résultats sur les autres étapes. Et donc, on se retrouve, je me refais doubler. Enfin bref, on est dans le paquet de tête avec Michdej et Gilles Curie, je crois aussi. On est 4 un peu au large, en tête. Et les autres, ils vont plus à terre. Et Armel hésite, il fait un premier empannage, tac, et finalement, il y va. Moi, je marque Mich. Bon, ça passe à gauche. Je me dis, je suis quand même dans les clous, peut-être que je peux sauver. Mais sauf que le courant est inverse, donc en Loire. Donc l'arrivée à Saint-Nazaire. Je suis épuisé. Parce que du coup, la situation fait que je n'ai pas bien dormi, je me suis pas bien géré. Il y a eu la canicule, donc les étapes. C'était la canicule. L'escale à La Rochelle, très mal dormi. On dormait très mal la nuit, pas bien reposé, l'accumulation. Enfin bref. Donc là, je suis cuit, je me bats quasiment plus. Je suis derrière Mich et je reste derrière Mich. Et il me reprend rien, je lui reprends rien, mais je cherche pas. Je crois que même je me dis, mais putain, mais matos à fond, de nuit, là, auprès dans 15 nœuds, mais je suis cuit. Tu vois, psychologiquement, je sais pas ce qui se passe. Donc, quand je passe la ligne et qu'on m'apprend que j'ai pas gagné, je me dis, t'as pas mérité de gagner, je suis épuisé, je suis vraiment, je suis cuit, quoi.
Donc, bon, voilà, c'est très, très décevant, bien sûr. Mais heureusement, c'est pas mon premier FIGA. Enfin, j'ai déjà gagné une fois. Bon, voilà. Tout est relatif. Donc, c'est pour ça qu'il faut voilà, relativiser. Et puis, les marins, on a aussi, il y a longtemps avant de rejoindre le port. Donc, on a un peu de temps pour se dire, digérer. il y a personne qui monte à bord et on a 1 heure de convoyage. Donc, je sais pas si les caméras, elles sont là au moment où je coupe la ligne ou parce qu'il y a un laps de temps où on sait pas trop qui est gagné. Donc, bon. C'est Mich qui fait le calcul et qui donne c'est et le qui donne professeur l'info qui me donne les notes. Et tu vas pas être très rancunier auprès d'Armel Leclerc parce que tu as envie de prendre un petit peu de recul, notamment en termes de pilotage de l'Orma. Ouais. Et tu vas lui proposer de prendre la relève. Tu vas rester chef de projet du team. Ouais, et tu vas lui proposer de prendre les clés du bateau. Ça va pas bien se passer parce qu'ils vont chavirer dans la Jacques Vabre 2005. 2005, ouais. Avec un chavirage dur parce que Damien Foxhall, qui est l'équipier d'Armel Leclerc, va être blessé. Et Armel a longuement raconté dans l'épisode précédent de ce podcast ce qui l'avait amené à prendre cette décision. Et donc, du coup, tu vas devoir te recoller à la Route du Rhum 2006 en tant que pilote. Ouais, Jackie Lorenzetti. Comment tu vis un peu cet épisode? Avec Jackie, moi je suis le team manager. Armel, on reçoit sa décision. Enfin voilà, on comprend très bien. Il faut remettre les choses aussi dans le contexte. Il y a eu ce chavirage. Il avait très peu d'expérience du multi, donc il avait juste une saison de Grand Prix. Donc il chavire avec des conditions dures. Et puis il y a aussi la génération. C'est-à-dire que c'est une génération qui n'est pas la même que les Perron, Bourgnon et moi. On a une part d'aventurier en nous, tous ces gens-là. Ce que n'a pas les générations suivantes. Eux, c'est des compétiteurs. Donc pour eux, prendre le risque, et dans la société, c'est pareil. On est dans une société de plus en plus sécuritaire. Donc tout ça fait qu'on comprend très bien la décision d'Armel. Parce que voilà, faire du solitaire en Norma, c'est spécial. Ça, c'est clair. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent c'est de la folie. Non, parce que déjà, ça a déjà été fait plusieurs fois. Il n'y a pas eu tant que ça de chavirage que ça. Sur la route du Rhum 2002, qui a été catastrophique, il y a eu 3 chavirages. Mais sur les autres abandons, ce n'est pas forcément lié aux Orma. C'est des problèmes de structure, c'est des décisions personnelles, c'est des chocs. Enfin bon. Donc, l'Orma en solitaire, c'est du pilotage, comme j'aime. Comme je pense Laurent Bourgnon adorait. C'est être sur un fil. C'est la gestion de soi, du bateau. C'est des bateaux fabuleux. En Grand Prix, c'était le kiff total. C'était incroyable. Voilà. Mais Armel, il n'est pas, entre guillemets, né là-dedans. Donc, je comprends sa décision. Et puis, moi, je me dis, avec Jackie Lorenzetti, on se dit, voilà, ça m'intéresse parce que j'aime le solitaire et ça ne me pose pas de problème. Ouais. Tu vas faire 7e ? Ouais, très décevant, avec un départ merdique, avec un ferry de la Britannia Ferries qui me pourrit la vie au départ et qui va avoir son importance toute la course. Ah oui ? Ouais. Parce que ça part par devant. Ça ne fait que partir par devant. Le Montchoix, en fait, nous, on reste collé avec Thierry Dupré, on reste collé au Héo de Bréa. En fait, le ferry était à notre vent. Il se rendait pas compte, il était loin, mais sauf qu'un Norma, le vent apparent, tout ça fait que... Et du coup, on voyait tout le monde se barrer par-dessous. Je les ai appelés, je les ai insultés. Le mec, il me disait non, on est loin. Je dis, mais je te dis. Et le mec, il est resté jusqu'au Héo de Bréa. Au Héo de Bréa, on n'avait que 5000 de retard. Mais là, pétole, courant qui s'inverse, les autres. C'est parti par devant. Et ça partait toujours par devant, toujours. Et voilà, impossible de revenir, alors que je fais une belle course. Mais voilà. Bon, puis le Montchoix fait une course aussi incroyable. Incroyable, oui, je pouvais pas gagner, j'avais pas le niveau de Le Montchoix, la confiance dans son bateau qui était plus large que Foncia, j'avais pas, mais je pouvais faire, voilà, me battre pour le podium, je pense. Mais bon, décevant, donc bon, c'est comme ça. Pendant ces années-là, tu fais aussi beaucoup de D35 sur le lac Léman. Alors, est-ce que c'est là que tu rencontres les gens d'Alinghi ? Oui, bien sûr. C'est quand même le meilleur endroit du monde pour faire du réseau, le lac Léman. Écoute, parce que là, c'est une nouvelle étape dans ta carrière. En 2008, on te propose d'entrer dans l'équipe suisse qui va défendre la coupe. Ouais, le D35, ça, c'était attirant. J'étais pas là la première année parce que j'étais à fond sur l'Orma. Donc Loïc venait de faire des piges sur les D35. Il y a beaucoup de marins français qui ont voilà. fait. Il y a Banque Populaire qui a un bateau. C'était une nouvelle série qui lançait sous l'égide un peu d'Ernesto, qui dominait le lac avec son Black 41, la Linghi qu'ils appelaient le Black, qui était une machine de lac incroyable. Et donc, alors qu'il dominait tout, il a dit non, on va faire du monotype. Donc, ils ont lancé une série superbe.
et à laquelle j'ai pas participé la première année. Mais il se trouve que j'avais un peu de cash. Donc, du coup, j'ai acheté un bateau en me disant, il y a peut-être des choses à faire. Et c'est comme ça que je suis arrivé et Foncia Suisse, parce que Jackie avait une filiale en Suisse. On s'est dit, ouais, c'est super pour faire des RP, etc. Et donc, on a démarré, donc, pas l'année 1, ni l'année 2, parce que j'ai acheté le bateau l'année 2, parce que tous les bateaux étaient vendus la première année. Donc, on a commencé l'année 3, donc 2006. 2006, ouais. Et du coup, en 2008, Ernesto, que tu fréquentes un petit peu au cours de ces Grands Prix sur le lac de Genève, il te propose de rentrer dans l'équipe qui défend la Coupe de l'Amérique. Donc ça, c'est quand même une étape dans ta carrière assez incroyable. Improbable. Plus qu'incroyable, c'est improbable. Parce que la Coupe, je la connais de loin. J'ai jamais adhéré plus que ça. Quand on lit tes interviews, t'es même très critique. Hein. Dépenser autant d'argent pour aller si lentement, c'est vrai que c'est inconcevable. Je suis à Auckland en 2000, puisque on n'en a pas parlé, mais il y a eu l'épopée Kingfisher, où je suis dans le design team, on fait construire le bateau à Auckland et on le met à l'eau pendant la Coupe en 2000. Et donc là, je côtoie cette Coupe América 2000, et c'est vrai que je connais des gens qui sont chez Alinghi, qui sont équipiers sur mon Norma. Donc du coup, on commence à faire connaissance dès 2000, puisque les Suisses s'y intéressent dès la Coupe 2000, quoi. Et donc, même si je suis critique, je trouve ça quand même assez proche de la Formule 1, que j'aime beaucoup, et des sports mécaniques que j'aime beaucoup. Donc, je m'y intéresse de loin, quoi. Et donc, je suis à Valence aussi en 2007, sur le trimaran, Foncia, pour faire des RP, exactement. Et là, j'emmène Ernesto et des amis, Donna, et donc on fait une nave improbable là aussi. Sœur, hein. Et Donna Bertarelli, la sœur d'Ernesto, et on fait une nave improbable entre 2 jours de Coupe América, quoi, de la finale. Et puis l'année d'après, donc les pérégrinations de la Coupe América avec les avocats d'Ernesto qui se gaufrent quand même, je pense, sur l'aspect. Donc ils ont gagné, ils conservent la coupe, hein. Ils la gagnent en 2003, ils la conservent en 2007. Ils la gagnent en 2007 à Valence, à l'issue d'une régate incroyable. Et puis là, il crée il y a le Challenger of Record, le club du Challenger of Record. Là-dessus, Russell Coutts, qui a été évincé de Alinghi pour des divergences diverses, a soif de revanche. Il est chez Oracle et là démarre l'imbroglio juridique qui va accoucher de bateaux incroyables, mais qui va être affligeant côté sportif, côté humain, enfin côté économique, côté... voilà, c'est une coupe, c'est affligeant de voir ça. Pour résumer, hein, en faisant très très rapidement à grands traits, hein, à l'issue d'une bataille juridique, il n'y a pas de sélection des challengers, il n'y a qu'un challenger qui est Oracle, et ça va se courir en multicoque. Qui a défini les règles alors que Alinghi avait gagné, donc c'était normalement à Alinghi de définir les règles du bateau et du lieu. Et au final, Alinghi va se faire rouler dans la farine, même si à la base, ils ont commis des erreurs, mais après, ils vont se faire rouler dans la farine par la juridiction américaine, puisque tout est jugé à New York, et ils vont perdre tous les recours, ils vont tout perdre, sauf un qui était mineur. Et du coup, on arrive à la Coupe 2010. Ouais. Voilà. Donc, du coup, à partir de 2008, on sait à peu près que ça se court en multicoque. Oui, c'est ça. Coutts dit ce sera multicoque sans 10 pieds, et c'est tout. Je crois que c'est la seule règle. Meilleur des 2 manches, ce qui est aberrant aussi, que 2 régates si jamais il y en a un qui gagne les 2 régates. Donc il va y avoir des dizaines de millions de dollars dépensés en frais d'avocat, mais aussi en design pour 2 manches. Oui, 2 manches, parce que ça sera 2-0. Hein. 2-0, ouais. Donc toi, tu vas travailler dans le design team d'Alinghi d'abord, et ensuite tu vas faire du coaching sportif, je crois, au début, donc design team, entraînement sur l'Orma. On chavire. Moi, j'étais sur mon bateau. C'était les débuts du centre d'entraînement de Lorient. J'étais sur mon mini, et à la VHF, on a entendu des histoires d'un bateau qui rentrait en remorque. Ouais. Et le bateau est venu. Nous, on avait les mines amarrées au ponton, et le bateau est revenu à l'envers. Voilà. Donc, Foncia, qu'on avait loué à Alinghi pour les entraînements. On avait toute une session de prévue. Camas était là pour entraîner Oracle. Et donc, il y avait une sortie avec des conditions un peu touchy, mais bon, qui étaient habituelles ici. Et Camas n'avait pas voulu sortir. Et moi, je lui ai dit non, écoute, on va y aller, vous voulez apprendre. Mais sauf que chez Alinghi, ils n'avaient pas voulu embarquer d'autres équipiers qui connaissaient le bateau. J'étais le seul à connaître le bateau.
Et bon, le barreur Ed Bird, qui est un des meilleurs barreurs Une du légende, monde, hein. une légende vraiment qui a été époustouflant même en multicoque, hein, parce qu'après on a remis le bateau à l'eau, il a été remarquable. Bon, petite erreur de communication, et là on chavire dans un empannage. Et donc on a commencé les entraînements, et moi je faisais partie du design team pour dessiner le futur Alinghi 5. Et quel souvenir tu gardes de cette expérience, justement? Incroyable, génial. Déjà des hommes que j'apprécie énormément, parce que voilà, Ernesto est un homme que je trouve vraiment remarquable de par sa passion pour le sport, à l'instar d'un Jackie Lorenzetti, des gens passionnés. Ils sont riches, oui, ok, mais voilà, quand tu vois ce qu'ils ont fait, gagner 2 Coupes América en partant de pas grand-chose, alors avec de l'argent, bien sûr, mais passionnés, adorant le sport, la compétition, étant plutôt fair-play. Hein. Moi, chaque fois que j'ai régaté contre lui sur le lac, on avait vraiment, ça s'est toujours très très bien passé, alors que c'était des régates chaudes hein, en D35. Bref, donc des hommes, Pierre-Yves Joran, une équipe de Manager, Suisse. ouais. euh, Aujourd'hui encore, hein. Aujourd'hui encore, et avec qui on garde des liens parce que c'est un homme vraiment top. Des Suisses passionnés, et là j'ai aussi appris à les connaître. Tous ces gens qui naviguent sur le lac, certains ont des moyens, d'autres pas du tout, mais tous passionnés et se retrouvant autour de cette même passion. Et du coup, j'ai apprécié vraiment ces années D35, ces années à Linghi où on avait, voilà, le budget, on les connaît, mais avec des erreurs, où on a vu des trucs incroyables se faire. Loïc nous a rejoint, donc moi j'ai commencé en 2008 dans le design team. Loïc nous a rejoint en 2009. Et donc, moi, j'étais le barreur pour la mise au point du bateau sur le lac, puisqu'on a passé un mois sur le lac après le bateau qui a été élitreillé en Italie. Après, on a été s'entraîner du côté de Dubaï. Et puis là, commencé à y avoir des petites dissensions et j'ai été un peu écarté. Et du coup, et pas du tout du fait de Loïc, hein, mais Loïc, et qui en plus, je pense, a été plus à même de barrer ce bateau-là, peut-être que moi, était barreur avec Ernesto sur la coupe elle-même. Mais je suis passé, ouais, entraînement, gérer les entraînements ici à Lorient, parce qu'on en a fait d'autres après le chavirage. On a remis le bateau en état. On avait loué Banque Populaire avec Bidégory sur l'Orma. On faisait des régates. Et puis design team, et puis mise au point, etc. Donc une épopée dont je garde des souvenirs incroyables. Ouais, ça a été et improbable parce que je n'étais pas du tout prévu, catalogué pour aller dans ce milieu-là, quoi. Alors, ça marque aussi un petit peu, toi, entre guillemets, le début de ton atterrissage en termes d'intensité de carrière sportive. Tu vas encore faire des Figaro derrière, mais du coup, l'Orma, ça s'est arrêté. C'est aussi la fin avec Foncia, Ouais, alors avec Foncia, donc qui couvrira le Vendée Globe avec Mich. En 2004, quand j'avais signé le contrat de 7 ans plutôt en 2000, j'avais dit à Lorenzetti, moi, je ne connais pas ma motivation dans 7 ans. Bien sûr que ça m'intéresse, mais on met une clause comme quoi, si je sens que je suis plus l'homme de la situation, on trouvera des solutions pour basculer dans différents modes, quoi. Et c'est ce qui s'est passé en 2004, parce que le nouveau Orma qu'on a fait correspondait pas à mes attentes. Moi, j'avais mes problèmes personnels, de divorce, etc. Donc, je me suis dit, voilà, on va s'occuper de sa famille, on va être plus à terre, etc. Et donc, il y a eu l'épopée avec Armel. Donc, j'ai repris la barre en 2006. Et puis là, arrive la fin de saison 2006, où Jackie me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'aimerais bien être au départ du Vendée Globe 2008. Moi, Jackie Lorenzetti, avec Foncia. Toi, qu'est-ce que t'en dis? J'ai dit, écoute, non. Toi, tu veux être pour gagner, donc il faut un bateau neuf, il faut machin, tout ça. Moi, je veux pas être. Et c'est vrai que voilà, j'avais une philosophie, et j'aurais peut-être pu écouter Steph Guilbeault, avec qui je m'entends très très bien, même si on a eu voilà des. Mais Steph m'avait dit, tu devrais prendre un team manager, et je l'ai pas pris assez tôt ce team manager, parce que j'étais de la génération. Voilà. Et c'est vrai qu'à Génération cumul. tout gérer, ben, il n'y avait pas les budgets. Hein, Ouais. et peut-être qu'aujourd'hui, on va se rendre compte que on vit un peu au-dessus de nos moyens, qu'il n'y a peut-être pas les budgets pour avoir tant que ça de monde dans les équipes. Mais ça, on pourra en parler en fin de journée. Et donc, Lorenzetti me dit, non, moi, je veux gagner le Vendée Globe. Donc, tu me dis oui ou non, et puis je te suis, quoi. Et si c'est non, tu me donnes 3 noms, NOM, et puis je choisis. Et donc, je fais ma shortlist. Je discute avec quelques coureurs.
Et puis, il choisit. Voilà. Donc, il y avait Michel Desjoyaux dans les 3 noms. Et naturellement, dans cette shortlist, il y avait Michel Desjoyaux. Et il choisit Michel. Et puis, voilà, on connaît le résultat. Moi, je continue à courir victoire dans le Vendée Globe. je continue à courir en D35 pendant 2 ans. Et puis après, on passe la main à Mijdej qui va faire un mode, gagner le Vendée Globe, faire un mode 70. Et puis Jackie Lorenzetti vend Foncia à Banque Populaire. Et après la coupe, en fait, tu vas rester encore un peu dans le monde de la coupe parce que tu vas faire une petite saison avec Aleph. C'est vrai. Ouais. On va se croiser parce que je vais avoir la chance incroyable de faire une manche d'AC45 à Cascais. À Cascais, ouais. En fait, de mémoire, c'est pendant l'été 2011, un truc comme ça. 2011, oui, puisque la coupe a été finie en 2010. Écoute, ça dit, la prochaine Coupe América, la 34e, sera en multicoque, à voile rigide, à San Francisco. Et c'est en plein mois d'août. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de journalistes disponibles. Ils sont tous en vacances. Et il y a l'attaché de presse de Vuitton appelle à l'Express. Et il y a un gars qui n'a pas pris ses vacances au mois d'août, c'est moi. Et donc, du coup, je vais venir passer 2 jours à Cascais. Et je vais faire une manche avec Bertrand Passé et Alain Gauthier et une manche avec Loïc Perron. Ouais, j'imagine. Ouais. C'était pas mal. Ouais, Cascais, bel endroit est génial. Les AC45 sont des bateaux fabuleux. Et donc, en sortant c'est le tout début des AC de la série des bateaux. Ouais. Donc, qui va nous emmener à la coupe qui va faire exploser le foil. Voilà. Et donc, Coutts, qui est un gros malin, qui est un mec incroyable. En plus de son talent de navigateur, c'est un gars qui est redoutable dans le business, dans les affaires, dans le management. Il est quelquefois, peut-être un peu borderline, hein, mais c'est un mec remarquable. Et il crée une société. Et il voit avec Ellison, qui est un des patrons d'Oracle, le fondateur d'Oracle. 10 fortunes mondiales, dans les top 10 de la fortune mondiale. Et il arrive à faire avaler à Ellison qu'il faut tout faire comme ci, comme ça. Il crée un chantier en Nouvelle-Zélande pour fabriquer tous les AC45, les ailes, etc. Et puis, on fait le protocole. Et donc, Aleph, Philippe Ligaud et Bertrand Passé, qui sont les 2 têtes pensantes du projet Aleph, qui est financé par un Français, et qui travaille à Londres. Qui fait du RC44. Sur Le Pic. Voilà, Hugues Le Pic. Et donc, Hugues... Le Pic me disent, tiens, t'as l'expérience, tu fais du D35, machin, tu gagnes, en D35, on avait plutôt des bons résultats. Et voilà, est-ce que tu veux venir avec nous? Donc, Bertrand Passé, je le connaissais comme ça, on se respectait bien, ça s'annonçait bien. Ils étaient à 2 doigts de signer avec un partenaire important. Allez, banco, on repart pour une coupe qui s'annonçait passionnante, clairement. Donc, c'est vrai que familialement, c'est pas simple, les coupes de l'América, parce que contrairement aux précédentes où toute la famille déménageait à Auckland ou à Valence, en 2010, nous, on a beaucoup émigré, on a été à droite à gauche, et du coup, il n'y avait pas le même schéma. Donc, du coup, c'était compliqué pour la famille. Mais malgré tout, banco, on repart avec Aleph. Hélas, ça n'a pas été au bout, puisqu'on n'a fait qu'une saison, et hélas, le partenaire principal, le patron s'est fait bouler en conseil d'administration lors de la décision finale. Alors que lui, il était à fond pour y aller, mais son CA lui a dit non. C'était qui? Tu veux pas me donner le nom de la Non, ça sert à rien de... Voilà, mais... Remets le couteau dans la plaie. Voilà, je me rappelle très bien quand je l'ai appris. Mais bon, voilà, c'est dommage. Bertrand Passé, c'est un gars qui est assez incroyable, au niveau de talent, au niveau... Et du coup, c'était décevant avec Fabrice Levet qui était présent aussi. Il y avait une petite équipe. On pouvait faire un truc sympa parce que Dieu sait si la France a des compétences technologiques, d'intelligence pour à faire une belle Coupe de l'América. Et donc, hélas, on n'a fait que la saison 2011, qui était un beau souvenir parce qu'on a fait 3 grands prix à Cascais, Plymouth et San Diego. Et donc, hélas, on a dû jeter l'éponge fin 2011. Ouais. Alors, tu vas faire, tu as donné une interview quand tu es revenu sur la Solitaire du Figaro en disant que le cumul justement des postes de team manager, d'armateur et de coureur était un peu lourd. Et donc, tu avais pris 2012-2013 pour respirer un petit peu. Et puis, tu te dis que quand même, tu étais encore un peu trop jeune pour raccrocher. Et donc, tu reviens sur la Solitaire du Figaro. En 2014, c'est ça, Ouais, alors 2012-2013, voilà, prendre son temps, monter un petit projet immobilier sur la base de Lorient, dans lequel on est là aujourd'hui. Donc la Tour Gauthier. Qui a été chronophage, qui a été usant aussi, parce que ce n'est pas des projets anodins.
Mais c'était intéressant de faire autre chose, de faire complètement autre chose. Et puis, un coup de fil de Nicolas Luneven, qui me renvoie un peu là une balle que je lui avais Voilà. envoyée en 2009, je crois, en 2008, pardon, parce que je lui avais prêté mon Figaro parce qu'il n'y avait pas de sponsor, etc. Enfin bref. Toi, tu faisais pas la solitaire parce que tu rentrais chez Alinghi, donc Voilà, tu avais transmis le Figaro foncier. voilà, exactement. Bien renseigné. Et du coup, Nico me dit, moi, je pars sur un projet Volvo. Donc Generali, avec qui tu as eu des liens forts, ça peut les intéresser, même si tu cours pas pour la gagne, parce qu'on savait qu'il y avait peu de chances que je cours pour la gagne, de réécrire un petit pan d'histoire. Donc même si Laura Vergne n'était plus aux manettes, c'était quelqu'un que j'avais connu à l'époque du premier Vendée Globe, hein, Marie-Christine, qui était toute L'âne, jeune à l'époque. Et du coup, qui est la Banco, dire comme de Generali encore aujourd'hui. voilà, Hein. exactement. Et donc on est reparti pour deux Figaro. Et plus après, Voilà, c'est d'autres ça. projets. Et c'est là que ça s'enchaîne en fait un petit peu avec ta situation actuelle. Ouais, deux Figaro un peu décevants où je j'ai pas été très bon, j'ai eu du mal à me faire à différentes choses, la l'AIS que j'aime pas du tout parce que voilà, ça a modifié, c'était la première fois que je courais des courses avec ça. Donc bon, voilà, des décevants, 15e, 16e, je sais plus, enfin bref. Et par contre, on est deux bateaux à porter les couleurs de Generali. Donc un homme et une femme. Et l'autre bateau est mené par Isabelle Yoshke, que je croise mais que je connais vraiment peu. Et là, on fait connaissance sur les deux Figaro 2014-2015. Ouais. D'accord. Et comment le rapprochement en termes de projet se fait? Il y a un classe 40 Bah, qui rentre dans la on boucle, comment? discute, ben, c'est ça qui est sympa sur les Figaro, sur le Bug Challenge. C'est qu'entre coureurs, pendant les escales, on est proche, quoi, parce qu'il y a moins de monde, notamment les escales étrangères, où il y Il n'y a a pas moins la presse moins de ou peu de presse? journalistes, moins de sponsors, moins de proches. Et du coup, les coureurs sont plus soudés et c'est comme ça qu'on a des soirées très, très sympas, voilà, et que ce soit sur le box, sur des Figaro. Et En mini, c'est pareil. Hein. ouais, voilà, et cette année encore, enfin en 2019, on a pu avoir des soirées avec Arthur Levaillant qui me dit, où on dînait avec Loïc Perron et je sais plus qui. Et Arthur Levaillant disait, mais il faut qu'on écrive un livre avec tout ce que vous racontez, Loïc et toi. Mais c'est 35 ans de course au large, il faut écrire un livre. Et ben, des soirées, bon. Et donc avec Isa, on a passé quelques soirées comme ça et à faire connaissance, quoi. Donc je la connaissais pas bien. Je savais qu'elle avait fait des bons résultats en mini, en Figaro sur Istanbul, et, et une femme, comment dire, vraiment intéressante, voilà, qui est un peu en dehors du système Figaro entre guillemets, quoi, qui n'est pas dans les moules figaristes complètement. Et donc on a plutôt apprécié de discuter. Et puis un jour elle m'a dit, ah, le Vendée, ce serait quand même un projet sur lequel je pense être plus à ma philosophie qu'un Figaro, parce que je suis pas une régatière dans l'âme. Donc voilà. Et du coup, tu vas reprendre ta casquette pour le coup d'entrepreneur, à nouveau devenir Bah, armateur, à nouveau prendre des risques. conseiller aussi, parce que ce que j'avais été pour Hélène MacArthur en 99 et 2000, qui avait été une expérience super à partager avec des étrangers, une femme et une équipe très bien structurée. Donc ça avait été une très bonne. J'avais amené des choses, mais j'avais aussi appris pas mal de choses avec ça. Et donc, ouais, reprendre le conseil et entrepreneur aussi, ouais. Tu dis ça comme ça, mais du coup, il faut acheter un bateau. Non, pas en 2016, puisqu'en 2016, on loue, mais il faut discuter avec les sponsors, il faut amener les choses pour que le sponsor se sente en confiance. Et Isabelle, bah, elle a son expérience, mais qui, voilà, qui n'est pas la même que la mienne. Donc, du coup, je ne sais pas si les sponsors se sentent un peu en sécurité avec quelqu'un qui parle de choses bien précises, etc. Donc, du coup, il y a une confiance qui se met en place avec Éric Lombard, qui est le président de Generali à ce moment-là. Et donc, on loue un. Moi, je dis, il faut faire une année au-dessus du Figaro, c'est-à-dire du Classe 40, qui est une super série. Et puis, on verra après si on passe à la taille au-dessus, quoi. Suivant ce que Isabelle dira, Et elle fait une super. Donc, on loue un bateau, le bateau de Damien Seguin. Elle fait une super transat en solitaire, The Transat 2016. Et là, elle est obligée d'abandonner au bout du 12e jour, je crois. Problème de structure, alors qu'elle est en tête, qu'elle a vraiment fait une très belle course. Et donc, elle se retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Après, on fait Québec-Saint-Malo ensemble avec Pierre Brasseur. On forme un bel équipage tous les trois en 2016. Ouais. Et on fait une belle Québec-Saint-Malo qu'on finisse second, je crois. Et on fait une course en double, la Normandie, tous les deux. Où on a des petits soucis. On fait. Bon, voilà. Mais on a appris à se connaître. J'ai appris à avoir en elle un marin redoutable. Donc, du coup, on a continué à évoquer le projet du Vendée Globe et l'hiver, donc 2016-2017, on s'est mis d'accord avec Generali. Ouais. Donc c'est là où tu redeviens armateur. Oui, mais pas volontairement. C'est-à-dire que le projet est compliqué. On sent que, contrairement à 2008 où Generali était propriétaire du monocoque de Yann Eliès pour le Vendée, là, on sent que les choses sont pas limpides, que le patron n'a pas les coups des franches. Donc, il nous dit, il est hors de question que Generali soit propriétaire du bateau. Pour l'instant, on n'a pas l'accord de Generali Monde pour suivre. Donc, on va y aller step by step. Donc, pour l'instant, la solution, c'est où on loue un bateau, ou alors vous faites un montage différent. Et puis, bon, c'est là où je cogite, machin, je réfléchis aux différentes options par rapport au fait, à la physionomie d'Isabelle aussi, le fait que ce soit une femme, qu'elle ait peu d'expérience de gros bateau. Donc, du coup, on essaye de comprendre quel bateau serait le meilleur, essayer, etc., etc. Et puis, j'ai aussi mon rôle de consultant au Vendée, donc je suis bien impliqué dans le Vendée, donc je connais à peu près bien les bateaux. Et donc du coup, tu choisis l'ancien bateau de Yann Eliès. Et du coup, on se met d'accord pour racheter donc ma structure, la Nixport, pour racheter Keguiner, le bateau d'Yann Eliès, qui est en vente à l'issue du Vendée Globe 2016-2017. Du coup, je le dis depuis plusieurs relances, effectivement, tu redeviens le armateur Oui, un petit peu oui, comme tout à fait, armateur. Ouais. Ce qui se fait, ce qui existe encore, mais ce qui n'est pas la tendance actuelle dans le Non, nombre de projets, quoi. Non, parce que Parce qu'il y a des risques. Il y a des risques. Des risques entrepreneuriaux élevés. Ouais, complètement, il y a des risques. Mais voilà, on a un esprit. Puisque dès mon premier Figaro, j'ai eu cet esprit-là, d'acheter une coque, de monter le truc, parce que. T'as été armateur de tous tes bateaux? Non, pas bagage supérieur. Pas bagage supérieur. Voilà, c'était un souhait de l'entreprise qui voulait être propriétaire. Et donc, sinon, pour les autres, ouais. Du coup, bah voilà, ça. L'entreprise, moi, je suis d'une famille d'entrepreneurs, petits entrepreneurs, que c'est pas des. Mais voilà, j'ai senti, c'était quelque chose, c'est de l'atavisme, parce que ma mère était armateur, peut-être, je sais pas. La tradition familiale, quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est différent d'être juste un skipper sur un bateau. Mais moi, ça me plaît bien dans des projets, monter des projets. Voilà, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, et je comprends très bien qu'on n'ait pas cette fibre-là. On l'a ou on l'a pas. Moi, je l'ai depuis le début, et elle m'a accompagné sur des projets depuis 30 et quelques années. Ouais. Bon, écoute, on va vous souhaiter d'amener ce projet-là à bon port, quel que soit le moment où ça se fera. Ouais, en tout cas, de l'amener à bon port. C'est riche. C'est riche toujours parce que voilà, c'est des échanges. On a des relations avec des sponsors. Generali s'est arrêté parce que Eric Lombard a été mis de côté. Il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Là, c'est aussi par relation avec Olivier Monin qu'on a pu continuer en 2018 à être toujours en vie, parce que sinon on aurait mis le bateau en vente. Et puis est arrivé MACSF, où là on a aussi, je pense, formé un bon duo dans les bureaux des patrons, parce que voilà, c'est difficile aujourd'hui, je pense, d'être un skipper tout seul et de débarquer en disant voilà ce que je vous promets, donc c'est sûr que ça devient difficile, parce que le monde de la course au large est pas aussi simple qu'on peut le penser. Donc on va vous souhaiter d'amener ce projet-là à bon port, quelle que soit la date à laquelle il partira ou il arrivera. Merci beaucoup pour ces 3 décennies, voire un peu plus. Voilà, je pense que tu as été épuisé. On a dépassé l'horaire du déjeuner. Ma carte mémoire est encore. Il reste encore un petit peu de place. Ah ouais, 3 heures. Je sais pas si tu avais un rendez-vous, mais. Non, on est en période de confinement, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas de tout ce temps-là passé, d'avoir revisité toutes ces années incroyables. C'est quand même des histoires. Et on n'a pas tout dit. Et on n'a pas tout dit. Et on ne nous dit pas tout. On fera un deuxième épisode si tu veux, un peu plus tard, quand on aura, dans 10 ans. quand on aura déconfiné.
Merci Alain. Si vous avez apprécié ce podcast malgré sa longueur et les précédents, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, en particulier sur iTunes. C'est bon pour le référencement et pour faire connaître ce podcast que vous retrouverez sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Alain, bonne continuation. Et puis nous, on se retrouve à vous prochain. Aussi, parce que voilà, c'est pas là, on vit dans une période pas facile, donc bon courage à vous aussi. Merci bien, et puis donc on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité et on va essayer de le trouver. On devrait être déconfiné si tout va bien, donc on essaiera de trouver un marin ou une skipper qui nous racontera ce que c'est que de renaviguer après quelques semaines d'arrêt. Voilà, merci. Salut Alain. Salut.